Il y a des phrases qui claquent comme une porte en pleine nuit. Et puis il y a celles qui vous laissent assis, silencieux, à regarder le vide pendant quelques secondes. Autour de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni, ces derniers temps, certains titres ont voulu faire croire à une confidence terrible sur leur mariage. Mais derrière le vacarme, une question plus humaine reste suspendue. Qu'est-ce qu'il reste d'un couple quand la vie publique, la pression, les affaires, le temps, finissent par tout bousculer? Ce qui frappe avec Nicolas Sarkozy, c'est que sa vie a presque toujours ressemblé à une course. Une course commencée le 28 janvier 1955 à Paris, dans le 17e arrondissement. Très tôt, il avance vite. Conseiller municipal à Neuilly-sur-Seine en 1977, maire de la ville de 1983 à 2002, puis président de la République de 2007 à 2012. Une trajectoire fulgurante, presque brutale par moments, comme si l'arrêt n'avait jamais vraiment été prévu dans le scénario. Et pourtant, derrière les fonctions, derrière les discours, derrière les images officielles, il y a aussi un homme dont la vie privée a souvent été exposée sans ménagement. Ses mariages, ses séparations, ses blessures, ses reconstructions, tout a fini par devenir matière à commentaires. En février 2008, il épouse Carla Bruni à l'Élysée, à Paris, après une rencontre et une histoire qui avaient surpris la France entière par leur rapidité. Et depuis, leur couple n'a jamais cessé d'être observé, disséqué, parfois même inventé par d'autres. Alors, quand on lit aujourd'hui des formules énormes, des phrases chocs, des mots qui sentent le drame à plein nez, on a presque envie de poser la tasse de café et de demander calmement « Qu'y a-t-il de vrai au fond ?» Est-ce qu'on parle d'un mariage réellement brisé? Ou simplement de cette fatigue silencieuse que connaissent tant de couples quand la vie devient plus lourde que les promesses du début? Cette question-là, elle mérite mieux que des gros titres. Elle mérite qu'on prenne le temps. Parce que Carla Bruni, de son côté, n'a jamais caché qu'elle redoutait le poids de la vie politique sur la santé et sur la paix du couple. Déjà en 2010, elle disait ne pas souhaiter un second mandat, précisément parce qu'elle craignait ce que cette vie pouvait coûter humainement. Dit comme ça, ce n'est pas une phrase de scandale. C'est presque une phrase de femme lucide. Une phrase de quelqu'un qui sait que le pouvoir ne nourrit pas toujours le cœur. Et c'est peut-être là que cette histoire devient intéressante. Pas dans le bruit, pas dans la rumeur, mais dans le contraste. D'un côté, un homme qui a incarné l'ambition, l'énergie, la conquête. De l'autre, une femme venue d'un univers artistique, plus instinctif, plus sensible, plus intérieur. Franchement, qui aurait parié que ces deux-là traverseraient autant d'années ensemble? Et pourtant, ils ont tenu. Au milieu des tempêtes, des polémiques, des jugements, et même de cette drôle d'époque où l'on croit tout savoir d'un couple parce qu'on a lu 3 lignes sur un écran. Si je me mets à leur place, je me dis que ça doit être épuisant. Vraiment. Aimer quelqu'un, c'est déjà compliqué quand personne ne regarde. Alors aimez sous les projecteurs, avec le passé qui vous suit, les affaires qui vous collent, les souvenirs qui reviennent, les journalistes qui interprètent les silences. Si c'était moi, je crois que j'aurais parfois envie de disparaître une semaine entière, loin de tout, juste pour respirer normalement. Mais justement, est-ce que le vrai drame dans cette histoire n'est pas moins une phrase prétendument révélée qu'une usure lente, presque invisible? Une usure que beaucoup de gens de leur génération comprendront sans qu'on ait besoin d'en faire trop. Car il y a des couples qui ne s'effondrent pas d'un coup. Ils encaissent, ils résistent, ils sourient encore. Et puis un jour, on comprend que derrière la photo, il y avait déjà du poids. Beaucoup de poids. Et pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui autour de Nicolas Sarkozy, il faut peut-être revenir en arrière. Loin du bruit, loin des formules qui frappent à fort. Et regardez d'abord d'où vient cet homme. Car on ne traverse pas une vie pareille par hasard. Nicolas Sarkozy naît le 28 janvier 1955 à Paris. Pas dans un décor de conte de fées. Non. Dans une France encore marquée par l'après-guerre. Dans une famille aux racines multiples, avec un père d'origine hongroise et une mère issue d'une famille franco-grecque. Rien que ça, déjà, raconte quelque chose. Chez lui, l'identité n'a jamais été simple, bien rangée, pliée dans une boîte.
Et parfois, les enfants un peu bousculés fabriquent comme des adultes qui veulent tout maîtriser, tout prévoir, tout gagner. Il grandit à Paris, mais très tôt, il comprend une chose essentielle. Dans la vie, personne ne vous attend au tournant avec un coussin. Il faut s'imposer, se faire une place, montrer qu'on existe. Et quand on repense à l'homme politique qu'il deviendra plus tard, nerveux, rapide, toujours en avant, on se dit que cette énergie-là ne s'est pas construite en un jour. Elle vient de loin. Très loin. Ce qui est intéressant, c'est que Sarkozy n'entre pas en politique à 50 ans, après une longue carrière tranquille. Non, il plonge dedans très jeune. À 23 ans, il devient conseiller municipal à Neuilly-sur-Seine. Et là, déjà, on sent poindre quelque chose d'assez rare. L'ambition, oui, mais aussi le flair. Le sens du moment. Il comprend vite les rapports de force, les visages, les réseaux, les portes qu'il faut pousser avant que d'autres ne les ferment. Puis arrive un premier tournant majeur. En 1983, il devient maire de Neuilly-sur-Seine. Il a à peine 28 ans. 28 ans. Vous vous rendez compte? À cet âge-là, beaucoup cherchent encore leur route. Lui, il dirige déjà l'une des communes les plus en vue de la région parisienne. Et il y restera jusqu'en 2002. Autrement dit, pendant près de 20 ans, Neuilly n'a pas seulement été son terrain politique. C'était son laboratoire. L'endroit où il a appris à gouverner, à convaincre, à séduire, à résister. Il y a même un épisode que beaucoup ont oublié, ou que les plus jeunes ne connaissent pas vraiment. En 1993, lors de la prise d'otage de la maternelle de Neuilly, Sarkozy se retrouve en première ligne des négociations. Ce moment a profondément marqué son image publique. On n'était plus seulement face à un élu local ambitieux, on voyait un homme qui aimait être au cœur de la crise, là où tout se décide sous tension. Certains y ont vu du courage. D'autres, déjà, une forme de goût du contrôle et de la mise en scène. Mais qu'on l'aime ou non, il faut reconnaître une chose. Il savait capter l'attention du pays. Ensuite, tout s'accélère. Ministre du budget entre 1993 et 1995. Porte-parole du gouvernement, puis ministre de l'Intérieur au début des années 2000, ministre des Finances en 2004. Sarkozy ne grimpe pas l'échelle, il la prend presque en courant. Et plus il monte, plus il impose un style à part. Plus direct, plus offensif. Parfois clivant aussi. Avec lui, on n'était jamais dans la demi-teinte. On pouvait admirer son énergie, ou la trouver épuisante. Mais on ne pouvait pas faire semblant de ne pas le voir. Et puis arrive 2007. Le sommet, l'Élysée. Nicolas Sarkozy est élu président de la République française, fonction qu'il occupe du 16 mai 2007 au 15 mai 2012. Pour beaucoup, c'est l'aboutissement logique d'un parcours mené à toute vitesse depuis la jeunesse. Pour d'autres, c'est le début d'une surexposition qui va tout changer. Car être président, ce n'est pas seulement exercer le pouvoir, c'est aussi offrir sa vie entière au regard des autres, ses choix, ses colères, ses amours, ses silences, et parfois même ses fissures. Sur le plan personnel, justement, sa vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Avant Carla Bruni, il y a eu d'autres histoires, d'autres mariages, d'autres séparations. Son union avec Cécilia, notamment, a longtemps occupé l'espace médiatique. Leur séparation en 2007, alors qu'il est président en exercice, a fait l'effet d'un séisme intime en pleine scène politique. Et quelques mois plus tard, en février 2008, il épouse Carla Bruni à l'Élysée, à Paris. Là encore, la France regarde, commente, s'étonne. Certains y voient une romance fulgurante, d'autres une parenthèse presque irréelle dans une présidence déjà très médiatisée. Mais ce qui me frappe avec cette période, c'est moins le côté romanesque que la vitesse de tout. Tout va vite chez Sarkozy. La carrière, les décisions, les ruptures, les recompositions. Comme si la vie elle-même n'avait jamais le droit de ralentir. Et franchement, à force, ça doit coûter quelque chose. On ne vit pas à ce rythme sans laisser des morceaux de soi sur le chemin. D'ailleurs, il y a un détail qu'on oublie souvent. Carla Bruni elle-même a, à plusieurs reprises, laissé entendre que la vie politique au sommet pouvait être lourde humainement. Ce n'était pas du sensationnalisme, c'était presque une fatigue exprimée avec élégance. Une manière de dire que derrière le protocole, les voyages,
les apparences, il y a aussi des sacrifices très concrets. Des moments familiaux perdus, une pression constante, une impossibilité presque totale à vivre simplement. Et c'est peut-être là que le personnage devient plus intéressant qu'on ne le croit. Parce qu'au fond, Nicolas Sarkozy n'est pas seulement une figure politique. C'est aussi un homme façonné par le besoin d'exister, de réussir, de tenir, puis de continuer à tenir même quand le décor commence à se fissurer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui s'arrêtent quand ils ont atteint le sommet. Lui, on a souvent eu l'impression qu'il continuait à courir. Même après, si j'essaie de regarder tout cela avec un peu d'humanité, sans juger trop vite, je me dis une chose. Vivre à côté d'un homme pareil ne doit pas être simple tous les jours. Admirable parfois sans doute. Stimulant, certainement. Mais reposant? J'en doute. Si c'était moi, je crois que je serais partagé entre la fierté d'être aux côtés de quelqu'un d'exceptionnel et l'épuisement de devoir sans cesse suivre le rythme d'une vie qui ne s'arrête jamais. Alors, avant même de parler du drame, des rumeurs, des phrases chocs et de ce que certains veulent nous faire croire aujourd'hui, il fallait poser ce décor. Parce qu'un mariage ne se comprend jamais en une seule phrase. Il se comprend à travers des années, à travers un tempérament, à travers une histoire, à travers des succès immenses, et le prix intime que ces succès peuvent exiger. Et puis à un moment, le décor change. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un couple exposé, c'est l'histoire d'un couple qui commence à vivre sous le poids des affaires, des convocations, des jugements, et de cette sensation terrible que la vie privée n'appartient plus vraiment à ceux qui la vivent. Parce que le vrai drame, ici, n'est pas un simple titre de magazine. Le vrai drame, c'est l'accumulation. Nicolas Sarkozy, après avoir quitté l'Élysée en 2012, n'est pas entré dans une retraite paisible. Bien au contraire. Les procédures judiciaires se sont multipliées jusqu'à devenir une sorte d'ombre permanente derrière son nom. En décembre 2024, sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes est devenue définitive, avec une peine de 3 ans de prison dont 1 an ferme aménagé. Puis, en septembre 2025, un tribunal parisien l'a condamné à 5 ans de prison dans le dossier du financement libyen de sa campagne de 2007. Et en mars 2026, la justice a aussi décidé qu'il devait exécuter la partie ferme de sa peine dans l'affaire Big Malion. À ce stade, on ne parle plus d'un simple contretemps judiciaire. On parle d'un quotidien rongé par la pression. Et quand une telle pression s'installe, elle ne s'arrête pas à la porte du tribunal. Elle rentre dans la maison. Elle s'invite à table. Elle s'assoit dans le salon. Elle accompagne le réveil du matin et elle se glisse jusque dans les silences du soir. Voilà pourquoi, quand certains résument cela à une phrase choc sur le mariage, je trouve qu'ils passent à côté de l'essentiel. Ce qui peut ressembler à l'enfer, ce n'est pas seulement une dispute de couple, c'est cette sensation d'être poursuivi par le tumulte, jour après jour, sans répit. Et il y a plus troublante encore. En juillet 2024, Carla Bruni Sarkozy elle-même a été mise en examen préliminaire et placée sous contrôle judiciaire dans une enquête liée à des soupçons de pression sur un témoin clé dans le dossier libyen. Plus tard, l'Associated Press rappelait que cette enquête distincte visait à examiner un possible rôle de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni Sarkozy dans les pressions exercées autour de la rétractation de Ziad Takieddine. Autrement dit, à partir de là, ce n'était plus seulement les affaires de Nicolas Sarkozy. Le souffle de l'orage touchait aussi le couple lui-même. Vous voyez la différence? C'est énorme. Quand un homme porte seul ses batailles, un couple peut encore faire bloc autour de lui. Mais quand les remous finissent par atteindre aussi la femme, le foyer, l'intime, alors là, on entre dans autre chose. On entre dans cette zone où l'amour ne sert plus seulement à embellir la vie. Il sert à tenir debout. Et c'est peut-être pour ça que certaines images ont marqué autant de monde. En octobre 2025, lorsque Sarkozy a quitté son domicile parisien pour commencer à purger sa peine, il est apparu main dans la main avec Carla Bruni Sarkozy. Ce détail, en apparence simple, en disait long. Dans une France fascinée par sa chute après le sommet, on ne voyait pas seulement un ancien président.
on voyait aussi un homme accompagné par sa femme dans l'un des moments les plus humiliants de son existence publique. L'Associated Press a d'ailleurs souligné que leur relation avait traversé ses ennuis judiciaires et qu'ils savaient tous les deux vivre sous le projecteur. Mais il faut être honnête. Tenir la main de quelqu'un devant les caméras, ce n'est pas tout. Ce n'est même parfois que la partie visible du courage. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les nuits. Les conversations à huis clos. Les phrases qu'on prononce à voix basse pour ne pas craquer. Les matins où l'on doit sourire alors qu'on n'a plus envie d'expliquer quoi que ce soit à personne. Et là, je vais vous dire quelque chose de très simple. Si c'était moi, je ne suis pas sûr que j'aurais cette force-là. Vraiment pas. Soutenir l'homme qu'on aime quand tout va bien, beaucoup peuvent le faire. Le soutenir quand son nom traîne partout, quand chaque décision de justice devient une, quand votre propre nom est aspiré dans le même tourbillon. Là, on touche à autre chose. Et puis il y a un détail que je trouve presque cruel. Plus la vie d'un couple devient lourde, plus les gens extérieurs ont tendance à la simplifier. On veut une phrase, un aveu, un scandale, une formule qui fasse frissonner. Alors qu'en réalité, les drames conjugaux les plus profonds ne ressemblent pas toujours à des explosions. Parfois, ce sont des couches de fatigue, des années de tension, une usure qui ne crie pas, mais qui abîme. Carla Bruni avait déjà laissé entendre, il y a des années, que le pouvoir était une expérience brutale. Quelque chose qui pouvait emporter les êtres s'ils n'étaient pas solidement construits à l'intérieur. Avec le recul, cette phrase prend une résonance encore plus forte. Parce qu'au fond, leur histoire n'a pas seulement été mise à l'épreuve par l'amour, par la fidélité ou par les habitudes du quotidien, elle a été mise à l'épreuve par la violence du pouvoir, puis par la violence de sa chute. Et là, je crois qu'il faut poser la vraie question. Pas celle des tabloïds, pas celle qui claque pour faire cliquer, mais la vraie. Combien de couples survivraient vraiment à cela? Combien tiendraient, année après année, avec la justice aux trousses, les commentaires du pays entier et le sentiment que votre nom ne vous appartient plus? Franchement, très peu. Alors oui, le drame existe, mais il n'est pas forcément là où certains veulent nous le vendre. Il n'est pas juste dans une confidence supposée ou dans une phrase attribuée ici ou là. Il est dans cette lente transformation d'une histoire d'amour en épreuve d'endurance. Il est dans le passage d'une vie brillante, glamour, présidentielle, à une vie où l'on compte les audiences, les appels, les condamnations, les regards dans la rue. Et c'est à cet endroit précis que Nicolas Sarkozy devient presque un personnage tragique. Pas seulement parce qu'il a chuté, mais parce qu'il a chuté sous les yeux de tout le monde. Avec à ses côtés une femme qui, elle aussi, a fini par payer une part du prix. Ce qui rend l'histoire de Nicolas Sarkozy si troublante aujourd'hui, ce n'est pas seulement la chute, c'est l'écart. L'écart immense entre l'homme qu'on a connu et celui que le temps nous montre maintenant. D'un côté, il y avait ce visage tendu vers l'avant, cette énergie presque nerveuse, cette manière de parler vite, de décider vite, de vivre vite. De l'autre, il y a désormais un ancien président de 71 ans, né le 28 janvier 1955 à Paris, dont le nom reste accroché à une série d'affaires judiciaires qui ont profondément changé son image publique. Quand on repense au Sarkozy des années 1980, 1990, 2000, on revoit un homme qui semblait ne jamais douter longtemps. Conseiller municipal à Neuilly-sur-Seine en 1977, maire de la ville de 1983 à 2002, ministre à plusieurs reprises, puis président de la République de 2007 à 2012. Son parcours donnait l'impression d'une ascension continue, comme si chaque étape n'était qu'un tremplin vers la suivante. Même ceux qui ne l'aimaient pas reconnaissaient souvent chez lui une force de propulsion rare. Et c'est justement pour cela que le contraste est si fort aujourd'hui. Parce qu'un homme qui a autant incarné le mouvement, la décision et la conquête supporte sans doute plus difficilement que d'autres le ralentissement, la vulnérabilité, l'attente, l'humiliation publique. Quand Reuters rappelait en octobre 2025 qu'il allait commencer à purger sa peine liée à l'affaire libyenne, on mesurait à quel point l'ancien chef de l'État s'était retrouvé à l'opposé exact de ce qu'il avait représenté pendant des décennies. Non plus la puissance, mais la contrainte. Non plus la maîtrise, mais l'encadrement judiciaire. Il y a là quelque chose de presque cruel.
Sarkozy a longtemps donné l'image d'un homme qui prenait de vitesse les autres, les événements, parfois même le jugement de l'opinion. Or, depuis plusieurs années, ce sont les affaires qui dictent le rythme. En décembre 2024, sa condamnation dans l'affaire des écoutes a été définitivement confirmée. En septembre 2025, il a été condamné à 5 ans de prison dans le dossier libyen. Et en 2026, d'autres volets judiciaires continuent encore de peser sur son horizon. Autrement dit, le temps n'est plus son allié. Il est devenu une pression supplémentaire. Et puis il y a l'autre contraste, peut-être le plus humain. Jadis, Nicolas Sarkozy fascinait aussi parce qu'il donnait le sentiment d'une vitalité presque inépuisable. Sa vie privée elle-même semblait suivre ce rythme rapide, spectaculaire, parfois romanesque. Son mariage avec Carla Bruni en février 2008, à l'Élysée, avait frappé les esprits par sa rapidité et par le mélange inédit entre politique, célébrité et glamour. À l'époque, beaucoup regardaient ce couple comme une image de modernité brillante, presque cinématographique. Aujourd'hui, cette image existe encore, bien sûr, mais elle a été traversée par autre chose. La fatigue, la loyauté dans l'épreuve et le coup silencieux d'une vie menée sous tension. C'est là que je trouve leur histoire plus poignante qu'on ne le dit souvent. Carla Bruni avait déjà expliqué en 2010 qu'elle ne souhaitait pas forcément voir son mari repartir pour un second mandat, parce qu'elle craignait que cette vie abîme sa santé. Avec le recul, cette phrase paraît presque prophétique. Elle disait déjà, sans grands effets, qu'une existence au sommet du pouvoir pouvait aussi devenir une forme d'usure intime. Et franchement, c'est peut-être ça le cœur de cette partie. Le passé de Nicolas Sarkozy est celui d'un homme qui avançait. Le présent donne l'image d'un homme qui encaisse. Avant, il imposait le tempo. Maintenant, il le subit davantage. Avant, il occupait l'espace par sa volonté. Maintenant, il apparaît souvent à travers ce que la justice, les médias et les procédures racontent de lui. Ce glissement est violent, très violent même. Et je pense que beaucoup de gens de votre génération le sentiront tout de suite. Vieillir n'est pas seulement voir son visage changer. C'est parfois voir toute une légende personnelle se rétrécir sous le poids du réel. Cette dernière idée est mon interprétation à partir de son parcours public et de ses revers judiciaires récents. Si c'était moi, je crois que c'est cela qui me ferait le plus mal. Pas uniquement la condamnation, pas uniquement la honte publique, mais le sentiment de regarder derrière soi et de voir deux vies presque inconciliables. Celle de l'homme qui entrait à l'Élysée avec la certitude de sa force, et celle de l'homme qui, en octobre 2025, quittait son domicile parisien main dans la main avec Carla Bruni pour aller commencer une peine de prison. Entre ces deux images, il n'y a pas seulement des années. Il y a tout le prix d'un destin. Alors non. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un ancien président poursuivi par les affaires. C'est aussi celle d'un contraste brutal entre la lumière d'hier et la gravité d'aujourd'hui. Et c'est peut-être pour cela qu'elle touche autant, même chez ceux qui ne l'ont jamais soutenue politiquement. Parce qu'au fond, chacun comprend une chose très simple. Quand la vie vous a porté très haut, la descente paraît toujours plus rude. Et c'est peut-être ici, oui, ici précisément, que l'histoire cesse d'être seulement celle de Nicolas Sarkozy pour devenir quelque chose de plus universel. Quelque chose qui parle aussi de nous, de nos vies, de nos couples, de ce que le temps fait aux êtres quand il ne leur apporte pas seulement des rides, mais aussi des épreuves. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un mariage quand tout va bien? C'est déjà un travail, une patience, un ajustement permanent. Alors qu'est-ce qu'un mariage quand le monde entier observe, commente, juge et parfois condamne avant même d'avoir compris? Là, on n'est plus dans le roman, on est dans la résistance. Je vais vous dire franchement ce que je pense. Sans bruit, sans morale, juste comme on parlerait entre gens qui ont un peu vécu. Je crois que beaucoup de couples n'auraient pas tenu. Pas à ce niveau-là. Pas avec une telle exposition. Pas avec autant de tempêtes successives. On peut avoir de l'argent, du confort, des maisons, des relations, des dîners officiels, des photos impeccables. Rien de tout cela ne protège vraiment de l'usure. Rien. Quand la confiance est fatiguée, quand les nerfs sont tendus, quand chaque journée apporte une nouvelle pression, le cœur, lui, ne lit pas les titres.
il encaisse. Et c'est pour ça que je me méfie toujours des phrases trop faciles. On entend parfois « Ils ont tout pour être heureux ». Ah bon, tout? Mais qu'est-ce que ça veut dire « tout » au juste? Avoir du prestige, ce n'est pas avoir la paix. Être connu, ce n'est pas être compris. Être envié, ce n'est pas être heureux. Et dans cette histoire, je crois qu'il faut garder cette nuance-là, sinon on rate l'essentiel. Ce que Carla Bruni a semblé montrer au fil des années, ce n'est pas seulement la fidélité à un homme, c'est peut-être aussi la fidélité à une histoire, à ce qu'ils ont construit ensemble malgré le vacarme, malgré les regards, malgré ce que la vie publique dépose comme poussière dans les coins les plus intimes. Et ça, honnêtement, ce n'est pas rien. Soutenir quelqu'un quand il brille, c'est agréable. Soutenir quelqu'un quand il vacille, c'est une autre noblesse. Alors avant de se quitter, j'aimerais qu'on garde une chose en tête. Derrière Nicolas Sarkozy, derrière Carla Bruni, derrière les titres qui frappent fort et les images que tout le monde commente, il y a d'abord des êtres humains. Des êtres humains avec leurs erreurs, leurs blessures, leur silence, et aussi leur manière à eux de tenir debout quand la vie devient plus lourde. On peut avoir des opinions, bien sûr. On peut être d'accord, pas d'accord. C'est normal, mais il ne faut jamais oublier qu'aucune vie ne mérite d'être réduite à un scandale, à une rumeur ou à une phrase sortie du tumulte. Avec l'âge, on comprend mieux cela. La vie est plus compliquée qu'elle n'en a l'air, et les combats que les autres mènent en privé sont parfois bien plus durs que ce qu'on imagine. Alors si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti un peu de tristesse, de tendresse, ou simplement l'envie de regarder ces destins avec plus d'humanité, laissez un petit like à la vidéo. Partagez-la autour de vous à quelqu'un qui aime les histoires vraies, les parcours de vie, les récits qui font réfléchir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre ensemble ces histoires d'hommes et de femmes que le temps, la gloire et les épreuves ont profondément transformées. Merci d'être là, merci pour votre fidélité. Et surtout, prenez soin de ceux que vous aimez. Parfois, c'est cela le plus important.